Bienvenue dans le magazine En route pour le COS, un magazine sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes sur la base vide de Dutlenheim avec André Gribel. Vous êtes le directeur de la construction Vinci. Alors, les travaux avaient été arrêtés le 17 mars, comme évidemment sur la quasi-totalité des chantiers. Ça voulait dire que les 900 personnes qui travaillaient ici se retrouvaient en télétravail ou tout simplement au chômage. Comment est-ce que vous, André, vous avez géré cet arrêt brutal ? Avant la première allocution du président Macron, on a eu les premiers signaux faibles quant à l'approvisionnement du chantier, quant aux premiers collaborateurs qui ne sont plus rendus sur le chantier. Et dans les 2-3 jours qui suivaient, les choses s'accéléraient et nous avons donc effectivement préparé l'arrêt du chantier le 17 mars. Totalement à l'arrêt. Totalement à l'arrêt, exception faite quelques missions que nous avons pu poursuivre en mode télétravail, notamment les missions administratives, les missions techniques, mais sur le chantier proprement dit, avec les mesures de confinement, il nous était impossible d'intervenir. Alors le 2 avril est sorti le guide de préconisation de l'OPP BTP, c'est l'organisme de protection et de prévention du BTP. Là, vous avez mis en place toutes les préconisations qu'il demandait ? Oui, tout à fait. C'est sur cette base-là que nous avons préparé la reprise, on va dire, administrative de notre chantier, avec la mise à jour de l'ensemble des documents de prévention, pour permettre l'accueil des salariés à partir du 27 avril. Dès le 28 avril, on a pu commencer à retravailler du terrassement, des métiers ont repris le travail ? Oui, tout à fait. Les premières forces vives du chantier ont rejoint nos bureaux le 27. Donc il s'agissait là notamment de l'encadrement opérationnel, l'ensemble des préventeurs et ce qu'on appelle les référents Covid, qui ont donc du coup par la suite, le lendemain, accueilli les premiers ouvriers et chauffeurs sur notre chantier avec un démarrage des activités terrassement, génie civil, assainissement dans des conditions difficiles, mais nous avons démarré. On avait été sur le terrain il y a un peu plus de 2 mois maintenant. On avait filmé quelques jours avant le confinement une déviation de réseau. Ça se passait à Vendenheim et Egversheim. Regardez. Nous sommes ici entre Vendenheim et Egversheim. Ici, l'autoroute circulera dans cette tranchée couverte. Et afin d'en terminer l'extrémité, la départementale actuelle va se déplacer provisoirement sur une déviation. Le but n'est pas de couper la circulation entre Vendenheim et Egversheim, donc on est en train de construire ce qu'on appelle une déviation provisoire de l'ARM que vous voyez ici. Donc ici on voit le futur tracé de la déviation provisoire qui va nous permettre de construire la deuxième phase de la tranchée couverte. Et avant de couper la route, on crée donc une déviation pour les véhicules en surface, mais aussi une pour tous les réseaux souterrains qui longent habituellement la départementale. Les tuyaux gris qui sont à droite, c'est des réseaux PTT Télécom. Le réseau bleu, c'est le réseau AEP et les réseaux d'eau potable. Et les 2 réseaux à gauche, ce sont les réseaux de gaz. Ajoutez à cela la proximité d'un château d'eau et d'une antenne GSM, et des plans parfois un peu aléatoires qui obligent à creuser des fouilles pour vérifier que tout est bien à l'endroit indiqué. Mais surtout, pas question pour le constructeur de l'autoroute de toucher lui-même à ces réseaux de gaz ou d'électricité. Chacun des opérateurs doit intervenir lui-même sur ces installations. On peut imaginer qu'avec 4 opérateurs différents, on ait 4 phases de chantier qui suivent, mais ça au niveau planning, contrainte planning, c'est pas possible. Donc en fait, l'EMS avec sa compétence eau va poser ces canalisations d'eau, les désinfecter et les mettre en service. Et on profite de la tranchée pour mettre le génie civil, donc les tubes qui seront vides pour les futurs gestionnaires de réseau qui viendront ensuite avec leurs équipes tirer les câbles et faire les raccordements le temps en heure. Un drôle de numéro de coordination avec toujours un impératif, ne pas couper les réseaux et donc les services pour les habitants. Ainsi, même aux endroits où les réseaux doivent franchir les routes, les travaux sont réalisés par demi-chaussée pour ne pas couper la circulation. On vient de le voir dans ce reportage, André Gribel, vous avez dû travailler à ce moment-là avec de nombreux partenaires, des collectivités, la préfecture, l'EMS. Aujourd'hui, pour retravailler, il a fallu faire quoi ? Comment on réorganise nos agendas respectifs ? Il s'agissait d'un challenge véritable. Depuis la reprise, donc même avant la reprise de l'activité, nous avons repris contact avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit les sous-traitants, les donneurs d'ordre, les organismes en charge des réseaux, du maintien des réseaux, des routes. Nous nous sommes mis d'accord en fait sur un timing, sur une programmation de la reprise de l'activité, avec parfois des aléas auxquels il fallait faire face. Donc pour finalement, maintenant mi-mai, commencer à voir
le bout d'un nouveau programme général pour cette opération. Est-ce que vous travaillez aujourd'hui avec des petites entreprises alsaciennes qui sont presque au bord de la faillite? On a vu des entreprises du BTP qui étaient très mal. Quel est votre ressenti là-dessus, André Gribel? Alors mon ressenti sur le projet, nous avons à peu près 200 partenaires, 200 entreprises partenaires, et je souhaite ici saluer leur courage et leur détermination pour reprendre le plus vite possible l'activité. Nous avons des formidables petites entreprises dans les territoires qui collaborent à nos côtés, qui sont plutôt moteurs en fait pour cette reprise qui est absolument indispensable pour pallier à cette interruption qui a quand même duré 2 mois. Alors on voit là autour, ça travaille, sauf que vous avez quand même perdu 2 mois. Est-ce que vous arriverez à les compenser, à les rattraper à terme? Alors nous avons effectivement perdu 2 mois. Et aujourd'hui, ce qui convient de souligner, c'est que l'ensemble des activités n'a pas encore repris. Et on va bien, il y a encore une espèce d'inertie qui est nécessaire pour remettre tout le monde dans la même dynamique de la reprise. Par exemple, des sujets comme le déplacement de nos collaborateurs. Un grand nombre de nos collaborateurs proviennent et viennent de la France entière. Aujourd'hui, avec un mode de déplacement très contraint, autrement dit, il n'y a quasiment pas de transport en commun, pas d'avion, pas de train. Donc c'est assez difficile. Charge à nous de trouver les moyens nécessaires pour livrer le projet le plus vite possible. Merci André Gribel, c'est votre collègue Antoine Mercier qu'on va recevoir dans un instant. Il faut savoir qu'il y a 2 mois, ici sur le COS, vous aviez accueilli des jeunes. Alors c'est aussi pour faire un petit peu de pédagogie, pour faire découvrir des métiers. On va retrouver ce sujet, regardez. Après avoir rencontré les ingénieurs dans les bureaux, place aux engins et au terrain pour ces collégiens strasbourgeois. Rendez-vous sur la base mécanique qui accueille les machines du chantier. Chaque jour, on les prend en car à leur collège. Chaque jour, on les amène de la semaine, on les amène sur un site différent de l'entreprise. Chaque jour, on leur présente un secteur d'activité différent. Chaque jour, ils discutent avec des collaborateurs qui exercent des responsabilités. On leur fournit un repas qu'on fait préparer par des entreprises adaptées. L'après-midi, ils ont soit comme aujourd'hui une visite de chantier, soit des ateliers pédagogiques autour de la prise de parole. Ils passent un passeport digital. Le programme accueille 5000 jeunes de 10 villes de France cette année, tous issus de quartiers REP et REP+. Une découverte d'1 semaine au contact direct des employés. Aujourd'hui, j'ai vu plusieurs sortes de véhicules, comme des camions bennes, des tracteurs, des bulldozers et tout. Après, voilà, j'ai vu aussi plusieurs personnes qui étaient en apprenti, alternance, qui venaient étudier ici. J'ai découvert différentes machines, mais j'ai aussi appris qu'on peut devenir ingénieur en faisant d'abord un bac pro ou un CAP. Mais le projet ne s'arrête pas là. Pour ceux qui sont déjà en formation, le groupe réserve chaque année 20% de ses stages, du CAP au master, soit 1500 places, à des jeunes de ces quartiers. Pour ça comme pour le reste, on constate qu'en tendance lourde, ils ont plus de difficultés que les autres pour trouver ce stage, alors qu'ils ont cru de leur côté en la promesse républicaine, en s'inscrivant dans une logique de poursuite d'études. Le projet comporte aussi un accompagnement personnalisé de collégiens, ainsi qu'une plateforme d'insertion où des jeunes sont pris 3 mois en formation, puis 3 mois en entreprise, dans le cadre d'un retour vers l'emploi. Antoine Mercier nous a rejoint, les images qu'on vient de voir, Antoine, là c'est fini. Aujourd'hui, ça serait plus possible? Ce sera plus pour ces jours-ci, effectivement. Voilà, il faut attendre encore un petit peu. Vous vous occupez de la prévention, directeur de la prévention ici. On a vu toutes les mesures barrières pour nous autres journalistes, rien qu'en arrivant ici. Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Sur quoi avez-vous travaillé les 2 derniers mois? Eh bien, écoutez, notre rôle a été de coordonner l'ensemble des mesures nécessaires à la reprise du chantier. Alors, sur le volet documentaire, avant tout, pour établir les procédures et les protocoles de travail, détailler pour chacune de nos tâches la présence ou non du risque et les mesures à y associer. Sur le volet matériel également, puisqu'il a fallu commander différents produits sanitaires, différents équipements de protection individuelle et tout un tas d'autres équipements pour appréhender ce nouveau risque. Sur le volet également organisationnel, il a fallu repenser complètement nos façons de travailler, nos modes de déplacement, comme le disait tout à l'heure André Gribel, nos circulations sur le chantier, y compris piétonnes, nos façons de travailler, nos modes opératoires, nos installations de chantier. Et enfin, également sur le volet de la formation de notre personnel. Voilà, dès que quelqu'un arrive ici, de toute façon, il est formé, ce qui a été notre cas aussi à nous. Dans les couloirs, il y a un sens de circulation qu'il faut respecter. Il y a des fléchages partout. C'est ce qu'il fallait mettre en place? C'est ce qu'il fallait mettre en place et c'était la condition préalable à la reprise de chacun des 550 collaborateurs qui ont aujourd'hui repris. Cette formation, elle a duré 2 heures environ. Elle a été dispensée par des référents Covid et plus particulièrement sur les actions et les mesures à mettre en œuvre pour éviter sa transmission. Et c'était également l'occasion de
expliquer aux collaborateurs la conduite à tenir en cas de symptômes, de survenue de symptômes dans ses propres équipes ou sur soi-même, de manière à ce que si le virus pénétrait sur le chantier malgré nos mesures, on soit en capacité d'empêcher sa diffusion. Ça a permis de rassurer beaucoup de monde et également de répondre à beaucoup de questions et de sujets en suspens. Voilà ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui sur tout ce travail qui a été réalisé pour que le COS contournement ouest de Strasbourg reprenne. Merci Antoine. Vous avez toujours ce site là qui s'affiche à l'écran, toutes les infos, bulletins, circulation. Quant à nous, on se retrouve dans un mois.